Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nova Trans. On ne présente plus Lexi, figure incontournable du militantisme trans en France, sous le formidable nom de Aggressively Trans sur Instagram, entre autres. On ne la présente plus, et pourtant on devrait. Depuis début 2019, Lexi a produit un corpus militant extraordinaire, une somme de savoirs, écrits ou rassemblés, et mis à la disposition du public. Cette visibilité a permis à la fois l'éducation des personnes cis qui le veulent bien, et aussi de donner des clés à des personnes trans qui en ont eu besoin pour se comprendre elles-mêmes. Cette présence en ligne, et aussi sur les étagères de librairie, a fait de Lexi un paratonnerre des attaques transphobes. Innombrables sont les messages insultants et violents qu'elle a reçus. Je suis très reconnaissante qu'elle ait accepté la publication de cet entretien que nous avions réalisé en 2021. Je suis honorée de vous la présenter aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois ? Non, pas vraiment. En tout cas, le mot transidentité, transgenre, j'ai vraiment pas de souvenir clair ou précis daté. Par contre, j'ai souvenir d'un Noël en famille, c'était chez mes grands-parents, où à la télé, il y avait Le Père Noël est une ordure. Et où le personnage de Christian Clavier, qui est peut-être trans, c'est même pas dit en fait, mais qui incarne cette grande confusion de euh, peut-être une personne trans, peut-être une personne travestie, c'est peut-être la même chose, et faisait beaucoup rire. Et en fait, ça m'avait fait assez peur. Et quand je regarde maintenant ce souvenir, quand j'y réfléchis, je me dis que c'est terrible parce que même quand il n'y a aucune conscience de, de, du nom des choses et que tu sais pas exactement que c'est quelque chose qui te fait peur parce que ça s'applique à toi, bah, tu vis déjà avec une peur, quoi. Ouais, on le vit déjà mal. Ouais. Ce souvenir-là est partagé par Mais plein de gens. je crois, ouais, je crois. Et puis moi là, pour le coup, c'était le Père Noël est une ordure, mais je crois qu'il y a tellement en fait de choses comme ça, des trucs genre tellement vrais, enfin tellement de choses qui participent et qui peuvent créer, déclencher cette peur qui est pas vraiment comprise. C'est assez terrible. Est-ce que... Comment t'as fait le lien avec toi-même, du Ah, coup ? beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. J'ai eu une période où justement j'ai compris que j'étais trans dans le tout début de vingtaine, où j'ai commencé à faire un espèce d'énorme inventaire de mes souvenirs. Euh, et où à chaque fois, enfin, c'était très drôle comme période. Enfin, maintenant, je trouve que c'était très drôle. Et c'était donc ça, tout c'est clair. Et ce fameux souvenir du Père Noël est une ordure, ça a été, enfin, c'était là que je me suis dit, d'accord, ok, donc oui, effectivement, peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai pas réussi à en parler, peut-être que, mais finalement, c'est dingue parce que je crois que c'était un Noël où j'avais quelque chose comme 7 ans, 6 7 ans, et j'ai compris et j'ai analysé le truc 15 ans plus tard, 15, 14, 15 ans. Pour moi, il y a un truc particulièrement avec les comédies comme ça, où voir la famille en rire à ce point, là, ça pose une barrière. Bien sûr, Ouais. bien sûr, d'un coup, c'est là que tu comprends qu'il y a vraiment les gens comme ça et les gens comme ça. Et c'est quelque chose j'imagine que tu as déjà dû l'entendre, ce truc de mais il faut pas se diviser, mais il faut pas utiliser des étiquettes comme ça, mais faut pas. Mais en fait, il y a tellement d'expériences de vie, même avant de parler d'expériences politiques, d'expériences militantes, il y a tellement d'expériences de vie où en fait la division, elle est faite sans être nommée. Et du coup, c'est hyper insidieux parce que quand toi, tu le théorises et tu dis, ben, en fait, là, il y a un truc où des personnes, telle personne sont pas dans une, enfin, sont en opposition ou en tout cas ont Ils sont un pas problème de égales. compréhension ou sont pas égales, effectivement. Et c'est concret, c'est vécu. Mais comme tu le théorises comme ça et que tu soulignes le fait que, d'un seul coup, ça devient un problème, quoi. Ouais. Donc pour toi, c'était une vingtaine d'années à peu près. Ouais. T'en as parlé autour de toi tout de suite ? J'en ai parlé ouais, autour de moi tout de suite, d'autant que, si tu veux, la prise de conscience, elle s'est faite à une période où j'étais en coloc avec une personne qui elle-même était en questionnement.
Donc, le dialogue a pu se faire et c'était une vraie chance. Et puis, au fur et à mesure, j'étais à l'école du Louvre à l'époque. J'ai pas voulu, j'ai tout de suite su que je voulais pas en parler et faire un coming out social hyper public parce que ça me semblait impossible de le vivre à l'école du Louvre. C'est une ambiance très particulière comme école. Du coup, je l'ai fait à des amis sélectionnés. Et puis après, à la famille, mais pareil, à la famille, j'ai commencé que par mes parents parce que je savais que mes parents étaient hyper bienveillants. Euh, il m'avait vu passer une période de dépression. Je savais qu'il voulait juste que j'aille bien et que je sois moi. Donc, j'ai pas eu peur. Et en fait, il y a eu vraiment la sélection des entourages les plus, que je jugeais les plus safe. Parfois, ça n'a pas été le cas et ça a amené des blocages, hein, clairement. Et ouais, j'ai eu besoin de ça, d'y aller doucement, de choisir aussi moi comment ça se passait. Euh, et je regrette pas. C'est plutôt une bonne stratégie d'y aller une, une Je personne à la crois. fois. Je crois. Je crois. Parce que ça laisse le temps aussi, du coup, d'avoir des espaces où vraiment tu peux dire les choses, tu peux exprimer ce que tu as exprimé, tu peux enfin, montrer ce que tu veux montrer. Tu sais, de toute façon, tu te doutes, de toute façon, je crois dès le début qu'il y aura des espaces où tu ne pourras pas le faire. Et ça laisse aussi le temps de se documenter soi-même. Enfin, je trouve que c'est ouais, assez calme et équilibré comme stratégie. Alors après, bien sûr, je crois aussi qu'on a tous envie d'aller hyper vite parce que forcément, voilà, mais c'est ça qui est très dur, c'est l'apprentissage de la patience quand on est trans. C'est quelque chose qui revient dans la description des transitions des personnes avec qui on a fait cet entretien, qui est certaines ont pris leur temps, ou certaines Mhm. disent qu'il faudrait prendre leur temps. Et puis ces mêmes personnes-là disent, bon, en fait, j'ai tout fait en 3 semaines. Et comment ça s'est passé pour toi? Transition sociale, administrative, médicale? Hum, La transition administrative, je suis encore en plein dedans parce que je finalise mon dossier pour l'état civil, ce qui est un processus très effrayant, même juste à préparer. Le prénom, ça a été vraiment comme sur des roulettes. J'ai eu la chance. On sait qu'il y a des mairies qui refusent les prénoms. Donc bon, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Euh, la transition sociale, globalement, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. Donc ça a été assez empouvoirant en fait. Si tu veux, quand j'ai fini l'école du Louvre, j'ai commencé une licence à l'INALCO en langue. Et comme je changeais complètement d'environnement universitaire, je me suis dit que c'était le moment en fait que je laissais un environnement qui était très dur socialement, que j'en découvrais un, la fac qui est quand même plus simple. Je savais en plus pourquoi j'y étais. C'était pas aussi long, aussi lourd que l'école du Louvre. Du coup, je me suis dit c'est le moment d'utiliser vraiment mon prénom, de m'habiller exactement comme je veux. Enfin, voilà, ça a été très joyeux. Et puis la transition médicale, pareil, ça a été, moi je trouve ça très drôle en fait, de vraiment se alors, évidemment, les délais d'attente, les processus, moi, j'ai commencé en public et ça n'a pas été simple. Et ça a été assez violent. J'avais une endocrinologue qui était pou- vraiment pas. J'ai appris après coup qu'elle avait des comportements qu'elle ne devait pas avoir par rapport à mon corps, par rapport à plein de trucs. Donc, c'est un truc que maintenant je digère, mais c'est. Voilà. Mais par contre, de mois à mois, le fait de vraiment voir les évolutions et faire dans le miroir le matin, ah tiens, ça, c'était pas là hier, waouh, ok, ça se passe comme ça. J'ai trouvé ça très drôle, je trouve ça et puis hyper bienveillant parce que je sais que ça a été un processus de douceur et ça m'a beaucoup aidé dans le fait de guérir un rapport à moi-même euh, où je crois que pareil, il y a plein de personnes qui pensent et qui se disent, bah, en fait, ce corps-là, j'en veux pas, c'est pas mon corps, je le reconnais pas comme le mien, je veux pas que ce soit le mien. Euh, et en fait, malheureusement, si c'est le nôtre, et justement, la transition médicale et voir aussi la lenteur de la transition médicale, ça m'a fait me dire, en fait, c'est mon corps et il est suffisamment en bonne santé pour m'offrir le processus dont j'ai besoin et pour l'accepter. Donc, ça a été assez intéressant. Ça a été un vrai réalignement avec moi-même, en fait. Donc, ouais, c'est évidemment sur le coup, si j'avais une baguette magique, j'aurais tout fait d'un coup, hein, encore une fois.
Mais maintenant, avec le recul, je me suis dit, c'est un joli chemin. Ouais. Est-ce que tu veux des enfants? C'est un sujet hyper compliqué. C'est un sujet qui m'a fait mal pendant très longtemps. Euh, j'en voulais, j'en voulais vraiment, j'en voulais. Et en fait, j'ai tellement eu l'impression que je pouvais pas socialement, que ça serait trop dur pour l'enfant de se taper la mère trans de l'école. Enfin, et après, avec aussi les débats autour de la boule bioéthique, quand ça a commencé à être discuté, j'ai tellement compris on n'admettrait pas que nos corps soient des corps qui ont des enfants. Et c'est tellement aussi dur parce qu'il y a cette question biologique, mais il y a aussi la question de l'adoption en France qui est quasiment impossible quand on n'a pas fait une transition dite complète. Que, en fait, ça a été un truc, ça a été un gros mur ça a été un gros mur. Et que je crois que je me suis convaincue que finalement, j'en voulais pas. Euh, et que je suis devenue et vraiment cette personne, ou notamment pour mes parents, quand il s'agissait de parler d'enfants, de voir des enfants, tout de suite, il y avait un truc automatique où il m'assimilait à Alexis. Ah, les enfants, c'est vraiment pas son truc. Oh là là, c'est un peu le running gag de la famille. J'ai deux neveux et deux nièces. C'est un espace qui me permet aussi de transmettre des choses, d'être là. Mais en fait, enfin, il y a eu un peu une résignation maintenant et je me dis que pour l'instant, elle peut pas être autrement. Mais c'est pas facile en fait de garder en soi ce truc de tu sais que t'en veux, mais tu dois tout le temps, pour pas en faire une blessure à livre ouvert, faut montrer vraiment l'inverse, quoi. Donc ouais. Ce serait probablement plus simple d'arriver à se convaincre qu'on n'en veut pas, effectivement. Ça a marché, ça a Ouais. marché en un sens. Est-ce que ton orientation a changé avec la transition? Oui et non. En fait, elle a osé être nommée. Si tu veux, j'ai fait à l'adolescence, j'ai vraiment eu une période extrêmement compliquée où le fait de à la fois pas exactement comprendre et pouvoir nommer ce que je vivais par rapport à mon genre, ça a été tellement violent que un coming out gay, ça a vraiment, j'ai cru que c'était vraiment ça la solution, j'ai cru que c'était la libération. Et de fait, ça l'a été parce que ça a offert un espace à la fois d'accès à un peu de communauté. Bon, à l'époque, j'avais 17, 18, enfin ouais, 16, 17 ans, donc c'était pas, voilà, hein, clairement, j'allais pas dans les barguets, mais c'était déjà plus de visibilité. Euh, et puis, il y a quand même cet espace où il y a une image culturelle tellement, en même temps, limitée et stigmatisante de l'homo efféminé que je pouvais quand même exprimer ma féminité. Bon, ça m'a fait subir de l'homophobie comme pas possible. J'ai été agressée physiquement plusieurs fois, mais c'était permis, en fait. Ce qui dit beaucoup de choses de ce qu'on attend et de ce qu'on autorise à certaines identités, ce qui est inadmissible de se dire même que on permet, enfin voilà, hein, c'est quand même tout un schmilblick ce truc-là. Mais le fait est que, bah, mauvaise pioche. Euh, j'aime relationner avec des hommes, qu'ils soient cis ou qu'ils soient trans, mais à l'époque, c'était tellement ma seule possibilité d'exprimer une part de qui je suis vraiment, que je me disais que la possibilité de relationner avec des filles, c'était juste non, il fallait pas du tout. Et c'est vraiment effectivement avec le coming out trans que déjà je me suis dit, ben, en fait, t'as plus à taire certaines choses pour pouvoir montrer qui t'es. Et en plus de ça, je pense que ça fait tellement réfléchir sur à quel point le genre, c'est plein de trucs construits, c'est plein d'attentes pas, quand même pas très très justes et assez artificielles, que ça m'a aussi fait comprendre, et ça c'est très personnel, hein, vraiment, je veux pas qu'on en généralise une leçon, que finalement le genre de la personne avec qui je peux relationner, c'est pas du tout un caractère d'attrait. Donc ça a été pareil, ça a été plein d'expériences intéressantes par la suite. Donc, avec la description que tu en donnes, j'en déduis pansexuel.
Ouais, ouais, ouais. Pan romantique et pan sexuel, ouais. C'est quoi ta plus grande fierté personnelle? Hmm. Elle est assez récente, ce qui peut être perçu comme triste, j'y pense. En fait, je viens de recevoir, j'ai juste à côté de moi sur mon bureau une lettre. Je sais ce que c'est, je ne l'ai pas encore ouverte. C'est récemment avec la sortie de mon bouquin, j'ai une maman qui m'a contactée, qui est la maman d'une petite fille qui s'appelle Éléonore, qui a 7 ans et qui a osé faire un coming out trans, ses parents, qui m'a contactée pour me dire que euh, Éléonore avait donc, enfin, la maman d'Éléonore lui avait montré mon compte et que Éléonore regardait tout le temps mes photos en disant waouh, waouh. Enfin, et c'est quelque chose que je pensais jamais expérimenter, vivre dans ma vie, le fait de- d'être je sais pas, je sais même Marraine? pas comment le dire, Un d'être modèle? bah, j'ai pas envie d'utiliser modèle, ah, c'est terrible. Mais en tout cas, Pardon. d'être tu vois, d'avoir une visibilité qui fait que on peut voir et se dire, ah bah en fait, les personnes trans, on est là, elles sont là, super, tout le monde peut l'être. En fait, ça se trouve, je le suis. Et c'est assez, c'est waouh. Ça rappelle, en même temps, enfin, ouais, ça rappelle beaucoup de l'humilité qu'il faut avoir quand on milite, parce que bah en fait, ce truc-là, j'en ai eu besoin et je l'ai eu, notamment avec Océan quand il a fait sa vidéo de coming out qui était vraiment, qui est arrivé au bon moment pour moi. Donc, ça montre aussi à quel point tout le monde, en fait, devrait pouvoir être visible, ce qui n'est pas possible parce que c'est aussi une mise en danger pour plein de personnes, mais à quel point il y a un enjeu de lien dans cette communauté, de lien entre nous, de nous voir, de nous reconnaître, de nous nommer. Ça rappelle à quel point c'est assez important. Et à quel point aussi j'ai le privilège, moi, de pouvoir être aussi visible que ça. Donc, voilà, ça fait réfléchir, mais oui, c'est quand même une fierté. C'est très mignon. J'ai hâte d'ouvrir la lettre. Je comprends. Euh, je suis même surprise en fait que tu ressentes ça seulement maintenant parce que ça fait un moment que tu es visible. Est-ce que tu peux raconter le début de ton parcours militant? Oui, alors ça fait un moment que je fais rien moi, mais que je gravite en tout cas et que j'écoute et que je me renseigne beaucoup. Euh, L'école du Louvre et l'arrivée à Paris, en fait, ça a vraiment été la découverte de que militer, c'était pas juste être en colère et dire des trucs violents dans la rue, mais que c'était une nécessité, mais que c'était aussi quelque chose qui passe par plein de biais. J'ai découvert des chaînes YouTube de meufs féministes, j'ai découvert la mutinerie, des festivals comme justement la Queer Week. Et en fait, au début, j'avais trop peur. Je crois aussi que je ressentais pas et j'avais pas dans mon quotidien l'urgence de le faire et de parler, ce qui aussi parle des privilèges que je peux avoir, hein, clairement. Et c'est il y a plus de 2 ans maintenant que j'ai commencé à lancer le compte. Et en fait, le compte, au début, il n'était pas du tout visible parce que j'ai commencé en anglais. Je me disais qu'en français, il n'y avait aucune débouchée possible à parler de transidentité sur Instagram, que vraiment, ça serait jamais lu. Et c'est des amis qui m'ont dit, tu devrais quand même essayer. Euh, et à Noël, du coup, 2019, j'étais chez mes parents, j'étais dans une période où célibataire, j'avais envie de dater, comme, voilà, comme ça peut arriver, hein. Et en fait, sur Tinder, c'était tous les jours, mais vraiment tous les jours, au moins un message hyper violent. Et le truc, c'est que ces messages, je me rends compte aujourd'hui que je les connais encore par cœur. Que parfois même, je me souviens de la photo des types qui m'ont envoyé ces messages. Donc, il y a un vrai trauma qui existe. Et sur le coup, je m'y attendais tellement pas à ce qu'on puisse me menacer de viol, me menacer de mort, enfin, que j'étais un peu abasourdie et que je pense que j'ai vraiment eu besoin de pas le garder parce que sinon, j'aurais pas su le gérer et j'aurais pu avoir des comportements violents envers moi-même pour essayer de décharger le truc. Parce qu'en plus, à l'époque, j'étais pas, enfin, je connaissais pas vraiment d'autres personnes trans, donc il y avait une vraie solitude qui jouait.
Et donc, le compte, au début, je montrais les messages que je recevais. J'ai rapidement reçu des commentaires sous ces messages pour me dire, ben, moi aussi, j'en reçois des comme ça et personne ne le sait et j'ose pas en parler. Et c'est hyper régulier, ça fait trop, enfin, ça fait très mal. Et ça a pris comme ça. Ça a pris comme ça. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir 20 personnes qui suivraient le compte au début, vraiment. Euh, et puis voir que ça aussi faisait réagir les personnes cisgenres qui effectivement réalisaient que des personnes comme elle pouvaient se permettre des horreurs pareilles. Je me suis dit que, bah, il y avait peut-être quelque chose à faire autour de ça et pas juste montrer, mais aussi peut-être plus discuter sans avoir un support visuel aussi violent que des messages de haine. Et puis c'est parti comme ça. Roule ma poule. Et clairement, il y avait une place pour un compte pédagogique en français. Et oui, il y avait une place. Alors, j'aime pas du tout en parler comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de 2 ans, ça n'existait pas. Il y avait des comptes de personnes trans qui parlaient de leur transidentité, Claude Emmanuel, Adrienne de la Vega, Océan, des personnes qui étaient visibles, mais un compte qui était vraiment pédagogique. Euh, j'ai aussi eu cette chance d'arriver en première et du coup de récupérer oui, la visibilité quand tu arrives en premier sur ces sujets-là. En 2 ans, il y a plein d'autres comptes qui se sont créés qui ont aussi un énorme succès. Le compte de Léon, Salain Léon, le compte Bienveillance Sens Prêt, Personnes Trans versus Grinder, il y en a vraiment plein. Et c'est hyper beau vraiment de les voir enfin, de voir il y a un vrai lien qui se fait. Et puis aussi, moi, je suis que sur Instagram, en fait, mais en dehors d'Instagram, il y a tellement de personnes qui font des choses incroyables. Évidemment, Accept ST avec le FAST récemment, mais pour toutes leurs actions au quotidien. La Queer Week, encore une fois, qui sont très actifs et qui culturellement font vivre des choses très importantes. Donc, en fait, sur Instagram, oui, c'est arrivé et ça a marché, et voilà, mais c'est qu'une initiative parmi plein d'autres, et c'est assez, ça me fait vraiment culpabiliser au quotidien, j'avoue, de voir que parce que Instagram, c'est quand même un peu hype, que parce que, voilà, j'ai l'impression de prendre trop de place souvent. Notamment dans les médias un peu mainstream, un peu traditionnels. Ouais, voilà. J'allais venir justement au fait que ça avait permis d'autres actions militantes, ce que tu as fait sur Instagram, que ce Tu, soit peut-être en manifestation ou dans les médias. tu crois vraiment il y a eu cette dynamique-là? Moi, ouais, Je dis que ça a mené dans le sens où j'ai l'impression, et c'est un peu pareil pour ce que je fais, que ça a permis une visibilité qui te rend disponible, qui nous rend disponible à des oui, journalistes. oui, ça c'est vrai. Oui, effectivement. Oui, et c'est aussi un choix. Justement, quand je vois les personnes, les autres, les adelphes qui font plein de trucs incroyables, c'est aussi très chouette de voir à quel point on a des tons totalement différents et à quel point, effectivement, moi, je décide aussi de parler aux cisgenres. Bah, clairement, ça explique aussi un peu le succès du compte parce que ils ont une curiosité, ils ont une envie qu'on leur parle de genre et de transidentité. Donc voilà. Mais je crois Le qu'il faut marché pas. est plus grand. Ouais, ouais, il y a de ça, hein, c'est clairement. Mais je trouve ça aussi vraiment. Enfin, toutes les démarches sont complémentaires, quoi. Et quand je vois un groupe de militantes autour d'Accept ST qui ont créé les groupes de parole non mixtes, qui vraiment, pour le coup, font du pour nous, par nous. Enfin, je me dis que des fois, j'ai presque l'impression en fait qu'on a plus besoin de ça et que ce que je fais, c'est pas forcément le plus pertinent, mais au fond, je sais que tout est complémentaire. Oui, clairement, Le syndrome de l'imposteur est très haut. toujours. C'est quoi ta plus grande fierté militante? Hum, je crois que c'est quand je reçois des messages ou alors quand en conférence ou en manif, il y a des adelphes ou des proches d'adelphes qui viennent me dire qu'ils ont eu une petite impulsion de faire leur coming out par du contenu sur le compte. Ça, c'est vraiment, ouais, 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 ça touche beaucoup, beaucoup. Pour moi, ça confirme que ça a au moins la même utilité
que les groupes de parole, les groupes d'autosoutien psy, comme je pense à l'espace santé trans, qui ont une action très très concrète sur des personnes et pas forcément visibles. Et finalement, on peut se rendre compte que ton compte et ton travail ont parfois le même effet. J'espère que c'est utile. En vrai, c'est vraiment pas facile de militer. C'est pas facile parce que c'est naviguer avec des espaces de politique, avec de l'institutionnel, mais aussi à des échelles tellement individuelles où l'ego, il peut vivre, enfin, il peut vite prendre beaucoup d'espace et c'est tellement dur de. Surtout quand ça marche. Je sais que j'ai eu des moments où j'ai eu envie de me dire, ouais, je suis importante en fait. Enfin, c'est pas ça qui compte. Et il faut, c'est pas facile de se le rappeler, mais il faut vraiment. Et ouais, ouais, il faut. Ouais. Est-ce que militer te rend heureuse? Oui, c'est une vraie palette d'émotions. Ça me rend extrêmement en colère aussi. Ça me rend extrêmement heureuse. Ça me frustre beaucoup. Ça m'apprend plein de choses et ça, c'est trop cool. Mais ouais, en tout cas, ça fait vivre des choses très intenses. Et ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu milites pas? Je cuisine, surtout depuis le premier confinement, on va pas se mentir. J'aimerais apprendre à coudre. Je lis beaucoup. J'écris quand même, mais pas des trucs militants. Euh, J'aime bien parler des langues étrangères. Je joue un peu aux jeux vidéo. J'ai plus trop le temps, mais bon, là, j'aime ça quand même. Euh, Plein de petites choses qui me. Voilà. Mais t'as un emploi, quelque chose? Comment Ah oui, tu... ah oui, 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 j'avais pas du tout compris ça, mais j'étais sûre. Non, non, mais pour moi, c'est la bonne réponse. C'est parler d'abord des choses que tu aimes faire. Oui, alors en ce moment non, mais si tu veux, quand j'ai commencé et avant de faire une pause pour écrire le livre, j'étais en études et à côté de ça, j'étais en stage. Alors parfois ils étaient rémunérés, parfois ils l'étaient pas, hein, et du coup c'était la bonne précarité. Mais oui, j'étais ouais, étudiant, j'ai fait des stages notamment en musée, enfin, ce genre de trucs. Comme j'étais en histoire de l'art, voilà, c'était un peu ce milieu-là. C'était vraiment juste de la curiosité en plus. Je sais pas comment dérouler, je l'ai posé à personne d'autre. Enfin, je sais pas si je le garderai, on verra. Pourquoi est-ce que tu milites? Hmm. Euh, pour essayer d'être utile, mais je dirais qu'il y a aussi beaucoup de pour moi, en fait. C'est que ça. Déjà parce que concrètement, je vois au quotidien tous les espaces où les zones grises législatives, l'absence d'égalité des droits, ou juste le manque de connaissances qui entraîne des violences au quotidien, c'est présent. Et je veux pas que ça le soit. Donc, pour ça, pour essayer de combler ça, pour essayer de rattraper ça, pour essayer de changer ça. Et c'est pour ça, c'est autant pour moi parce que j'en ai un peu marre de me faire traiter de travelot quand je vais à la poste, autant que pour les autres personnes qui peuvent le subir. Et de base, l'impulsion, elle a été très personnelle. C'était vraiment enfin, c'était presque un geste thérapeutique en fait quand je supportais plus. Et puis je crois que c'est devenu une espèce de vocation en fait. Dans ce que je fais, dans l'espace que j'ai, qui est un espace quand même un peu conventionnel où j'écris des choses avec un background assez universitaire, assez lisse. Voilà, je sais que ça fonctionne, donc voilà. Pourquoi est-ce que tu milites? Plein de Quelle choses, cause? plein de choses. Déjà pour que la visibilité des personnes trans, elle soit juste, parler de représentation. Et là, pour le coup, mon parcours universitaire en histoire de l'art, en études culturelles, je crois qu'il est assez utile pour justement analyser ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors en art, mais plus largement dans la culture visuelle, si on veut, et dans du coup l'inconscient. Euh, d'un point de vue un peu plus légal, législatif, pour tout un tas de questions, dont la question de la PMA et l'actualité chaude, j'ai envie de dire, mais les questions aussi de transition administrative, qu'elle soit simplifiée, qu'elle soit déjudiciarisée, c'est aussi un enjeu, je crois qu'il faut, enfin, là, de toute façon, on est
enclin à essayer que ça change et à vouloir que ça change. Euh, pour essayer juste de créer de la bienveillance, je crois. Et puis il y a plein d'autres sujets qui sont un peu plus en background, mais que j'ai en tête un peu tout le temps. La question d'accès à l'emploi pour les personnes trans. Et puis après, des choses qui sont pas liées du tout aux transidentités, les questions de santé mentale, de validisme. J'ai été diagnostiquée autiste. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à parler, euh, mais je vois aussi à quel point on a besoin d'entendre les personnes autistes, de changer la conception des personnes autistes, de créer aussi une inclusion et un accueil plus adapté aux personnes autistes. Donc il y a ça. Euh, J'essaye aussi d'être allié, donc je ne sais pas si c'est moi qui milite, mais en tout cas, j'essaye d'être un soutien pour les questions de racisme, de grossophobie. Donc là, c'est pas exactement le même rôle, mais en tout cas, j'essaye de m'investir avec la place que je peux avoir dans ces questions-là. Est-ce que tu as un réseau de soutien et comment il est composé? J'en ai un, je l'appelle ma famille choisie, mais bon, ça c'est clairement pas, je l'ai pas inventé, hein. C'est des amis, des adelphes, et en fait c'est des personnes euh, qui habitent à Tours. Mes parents sont à Tours, j'ai fait une partie de mon lycée à Tours, donc je suis un peu entre ici et là-bas. Et en fait c'est vraiment un groupe de personnes avec qui il y a tout de suite eu à la fois une connivence et une proximité très émotionnelle et très humaine, et avec qui il y a aussi eu ces, ces nuits, ces nuits sans sommeil de discussion à refaire le monde, et où du coup il y a une proximité d'espoir, vraiment d'espoir. Et de fait, c'est vraiment Et c'est des personnes d'ailleurs, quand j'y pense, mes amis là-bas, où en fait quand on se voit que entre nous, du coup c'est vraiment une non-mixité en fait. Et ouais, c'est c'est un espace où vraiment il y a la pression, elle peut retomber, on peut se dire ce qu'on. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'essayer d'édulcorer, par exemple, si tu veux parler à tes parents de trucs pas forcément hyper positifs qui se passent en ce moment, mais tu veux pas non plus les paniquer, tu sais qu'ils pourront pas forcément comprendre. Là, vraiment, c'est un espace où tout va bien. Il faudrait aussi que dans ce réseau de, 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 de soutien, j'intègre plus d'espace de santé mentale et d'écoute de ma santé mentale avec des pros qui soient, pour le coup, formés ou qui soient eux-mêmes des personnes trans. C'est vrai que ça fait un moment que je néglige un peu ça et ouais. Mais je suis pas isolé complètement et je crois que c'est un enjeu. Je crois que c'est déjà une chance, clairement. Et qu'être à Paris pour ça, ça aide. Mais oui, il y a des zones, il y a des zones où c'est pas l'idéal non plus. Mais c'est pas facile de trouver des spécialistes déjà de santé en général, mais alors santé mentale encore plus, où tu t'y vas pas en disant, bon, alors, est-ce que je vais parler de ça? Si je parle de ça, comment j'en parle pour pas que ça soit un, oui, mais si j'en parle, tout va être ramené à ma transidentité, du coup, mon otite, elle sera pas guérie parce qu'on va parler de ça. Enfin, tu vois, c'est, ouais. Mentir au psy, c'est culture trans. C'est... Oui, eh. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Plein de choses. Alors, je sais que je prends pas assez bien soin de moi parce que je m'écoute pas beaucoup. Euh, J'écoute pas assez ma fatigue, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. Euh, j'essaye d'apprendre, mais c'est très compliqué. En tout cas, les choses que je fais et qui, je sais, m'aident et me font prendre soin de moi, c'est vraiment avoir des moments où, euh, malgré l'urgence et malgré le besoin d'agir, je veux pas entendre ce qui peut se passer, les trucs vraiment trop durs, où vraiment j'attends. En fait, je me dis, bah là, en fait, pendant 2, 3 jours, pas d'Instagram, pas de Twitter, pas de Facebook, rien. J'aime bien aussi prendre des moments où vraiment je me dis, en fait, là, tout de suite,
Je fais un petit bilan, si tu veux, où je me dis, alors, sur la semaine qui vient de se passer, sur les 2 semaines, 3 semaines qui viennent de se passer, je liste un peu les moments où je sais que je me suis négligée. Et je me dis, bon, bah alors là, pour les 2, 3, 4 jours qui vont venir, je fais la liste des moments intentionnels où je mets vraiment de l'intention, où je vais rattraper le truc. Donc, ça peut être à tel moment, je vais me préparer un gâteau au chocolat sur fond de jazz et ça va faire plaisir. Ou vraiment, voilà, j'essaye. J'ai pas forcément, euh, j'ai pas forcément une palette, en tout cas une boîte à outils de self-care qui est bien remplie, mais j'essaye en tout cas avec ce que j'ai d'y mettre vraiment de l'intention. Mais non, c'est une bonne idée. C'est de rattraper les moments précédents. Je trouve ça chouette. Je fais ce que je peux. Non, mais je sais, c'est terrible parce que je. Et c'est là aussi où il y a un peu la confrontation entre ce que tu montres et ce que tu montres pas. C'est que je sais que je montre plein de trucs qui sont mignonnes. Enfin, j'aime bien partager notamment des trucs avec des animaux mignons, des trucs un peu doux. En fait, j'applique pas du tout l'image et la douceur que je veux envoyer. Je me l'applique pas assez à moi. Donc, c'est. Voilà. C'est récurrent. Je crois avoir deviné, effectivement. Là, quand je pose la question comment prends-tu soin de toi, je crois qu'il y a. Allez, je suis nulle en maths, mais 80% des réponses dont le premier mot était mal. Aïe. Ah, c'est triste, c'est Ouais, hyper parlant, enfin, c'est ouais. terrible. C'est terrible. Est-ce que tu t'habilles quand t'es confiné? Oui, je ne l'ai pas fait pendant le premier confinement et ça a fini par vraiment me peser. Et, euh, et depuis le deuxième confinement, oui, je l'ai fait. Et maintenant, même si, notamment pour le livre, ça a beaucoup été de travail à la maison. Donc même si on pouvait sortir, je ne le faisais pas parce qu'il fallait finir, il fallait. Ouais, je le fais quand même. Je le fais quand même. Ça t'aide? Ouais, oui, c'est déjà parce que je crois qu'en termes vraiment de moments et d'actions dans la journée, ça cadre vraiment la suite de moments en fait, et que vraiment le matin, juste prendre ma douche et après remettre, je sais pas, un gros pull et un legging, c'était voilà, il y avait un truc où j'avais pas l'impression de commencer à faire ce que je devais faire, alors que vraiment m'habiller, non seulement il y a ça où je me dis bon allez, la séquence des choses à faire, la to-do list, elle, voilà, je peux l'initier et je sais que tout est clair dans ma tête. Mais en plus de ça, il y a un truc où, ben, en restant chez moi, en travaillant, c'est pas le quotidien le plus enjaillant, mais du coup, je sais pas, en allant à la cuisine et en voyant dans une vitre ou quoi que je suis habillée et que ça me plaît, il y a un truc je me dis, ouais, bah, ok, cool, ça fait plaisir. Est-ce que tu te décris heureuse, fière, fatiguée, sereine, autre chose? Hmm. Si je dois me décrire dans mon environnement social, culturel, fier, c'est clairement le mot que j'utilise. Je suis hyper fière d'appartenir à la communauté trans, d'avoir la chance d'y naviguer, d'échanger, de rencontrer des nouvelles personnes qui en font partie. Clairement, vraiment la fierté, waouh, c'est hyper présent et c'est vraiment au quotidien, ce qui est déjà très fort. Si c'est vraiment que moi, hmm, fatiguée, oui, très très clairement. Euh, en colère, plus qu'heureuse, je me décris souvent d'abord comme en colère. Euh, Ce qui est peut-être pas la bonne chose à faire, justement, en parlant de self-care, se ramener toujours à sa propre colère, c'est peut-être pas la chose la plus, voilà, peut-être une mauvaise stratégie. Mais bon, c'est aussi un moteur, la colère. Je sais que dans la première année où sur le compte, je jouais beaucoup de cette image. Et puis j'ai aussi appelé le compte Aggressively Trans, donc il y a un truc, voilà. Et ça m'a vraiment porté et ça me porte encore et ça me fait réfléchir et ça me pousse à réfléchir aussi hors de mes petits enjeux à moi. Donc la colère, c'est très, très présent, mais j'essaye de plus être que ça parce que en fait, ça me laisse à sec, en fait. Donc j'essaye maintenant aussi de m'envisager.
comme une personne justement douce et bienveillante, on en parlait, ce qui est pas du tout, ce qui est très anti-instinctif de là d'où je viens avec l'éducation familiale que j'ai reçue. On montrait pas de la douceur, on se donnait pas de la douceur, enfin on s'en donnait, mais c'était pas nommé comme tel et il y avait toujours beaucoup de retenue. Donc c'est un vrai apprentissage aussi que je fais en voyant les membres de notre communauté où il y a quand même une vraie. J'ai l'impression que même si on est très souvent en désaccord et que même s'il y a beaucoup de drama dans la communauté trans, il y a aussi énormément de volonté de créer de la douceur et de la bienveillance. Donc ça a été une confrontation très utile. Donc voilà, il y a ma petite palette. Voilà. J'aime bien aussi me définir comme curieuse, mais ça c'est plus personnel parce que j'ai envie d'apprendre tout le temps. Je pense que du coup ça c'est vraiment très mon autisme qui parle, c'est que je veux toujours comprendre comment les choses elles fonctionnent pour de vrai, d'où elles viennent, et que de fait, il n'y a pas un sujet qui va pas m'intéresser, même si il me touche pas, il m'intéresse quand même. Donc curieuse aussi. Pour moi, ça va avec la remise en cause des règles et notamment des règles sociales. Oui, C'est- aussi. Si on arrive à expliquer pourquoi elles sont en place et que finalement on met le doigt sur le fait que non, il n'y a pas vraiment de Ouais, raison. ouais, vraiment, ouais, complètement. Ouais. C'est quoi ton but dans la vie? Eh ben, je dirais que justement, c'est en m'envisageant, en pensant à moi, en me visualisant, c'est de me dire, ouais, je suis hyper heureuse, je pense. Est-ce que tu t'imagines vieille? Oui, et j'ai en même temps hâte parce que ça a l'air très drôle. Euh, j'ai deux sœurs aînées avec qui il y a un assez grand écart d'âge et en fait, je les ai vues avoir une vingtaine désastreuse et je les vois là dans la trentaine, en approchant la quarantaine, être en tout cas dans leur vie et dans leur rapport à elles-mêmes beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées et ça fait du coup hyper envie. Euh, Et puis, c'est quelque chose aussi que j'ai pas eu. Quand j'étais en prise de conscience, en questionnement, l'un des trucs qui justement m'a fait me dire clairement s'il y a un problème, bon, c'est pas un problème, mais clairement il y a un truc, c'est que en me réfléchissant vieille dans mon genre assigné, je me disais donc tu vas vieillir et tu vas être un papy. Et en fait, c'était ça, j'en faisais des crises de larmes. Vraiment, j'en faisais des crises de larmes. C'était juste pas moi. Et de fait, qu'est-ce que c'était avant de comprendre que la transidentité existe et que je suis trans, c'était quoi l'alternative? Bah, c'était de pas vieillir. Donc, enfin, ouais. Donc maintenant, oui. Et j'ai hâte. Ça va être drôle, je crois. Euh, et maintenant, est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé voir ou savoir avant? Plein de choses. Plein de choses. Je crois que ça, c'est aussi très commun j'ai presque envie de dire aux personnes trans, mais le fait qu'on a un accès à l'information qui est tellement pas bon et qui est tellement pas suffisant et qui est tellement pas assez détaillé, objectif, qu'il y a plein de trucs où, ouais, ouais, clairement, il faut qu'on parle et le savoir à l'avance, ça aurait pu être bien. Euh, Moi, je sais que dans ma transition médicale, par exemple, j'aurais aimé avoir vraiment le choix. Il y a tellement de choses où on n'a pas expliqué tout ce qui existait, tout ce que chaque méthode, notamment pour les hormones, tout ce que chaque méthode implique, que en fait on se retrouve à décider pour toi et c'est pas forcément des trucs qui sont les meilleurs pour ton corps ou pour tes besoins. Donc ouais, clairement ça. J'aurais aussi aimé et ça je sais que il y a pas de, je sais que c'est très discuté justement dans la communauté trans, c'est autour de la transphobie. C'est hyper brutal d'être confronté à ce que tu peux vivre et à des exemples. Mais moi, je sais que j'aurais préféré qu'on me dise en fait, bah, des trucs très simples vont devenir extrêmement violents parfois. Euh,
je sais qu'on a déjà refusé de m'encaisser quand j'allais faire des courses. Et je m'y attendais vraiment pas, mais alors tellement pas. Et le truc, c'est que c'est un geste tellement banal et quotidien de faire ses courses que y vivre de la transphobie, ça a été... euh, waouh, waouh. Et de fait, j'aurais quand même aimé savoir, j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, il y a plein de trucs au quotidien, de l'administratif, tes études, où ça va être impacté en un sens et où tu vas devoir parler euh, pour pouvoir m'y préparer. Parce que se retrouver dans une situation où tu pensais pas, tu pensais juste faire les choses et où il faut déjà que tu te justifies. Quand tu te retrouves sur le coup, tu as vraiment l'impression d'être un lapin qui va passer sous un camion, quoi. Donc ouais, j'aurais aimé savoir. J'aurais aussi aimé savoir à l'avance, quand j'ai pris conscience d'être trans, que j'allais pas être seule. Parce que l'un des moments de ma prise de conscience qui a été très dur, c'est que je révisais pour mes examens à l'école du Louvre. Les périodes de révision de l'école du Louvre, c'est un enfer. On n'a pas de partiel en semestre, c'est vraiment tout d'un coup, toute ton année d'un coup. Euh, c'est beaucoup à emmagasiner. On te demande de connaître vraiment tes exemples par cœur, mais par exemple pour de l'art du Moyen Âge et de l'art de l'Inde, donc des choses complètement différentes. Voilà, c'est dur. Et pour un peu entre des séances de révision, justement avec ma coloc, on regardait des trucs un peu pourris, genre c'est mon choix, tellement vrai. Et on regarde un tellement vrai, enfin le truc tourne, et il y en a un sur, sur des personnes trans. Et je vois cette jeune fille trans qui a été abandonnée par sa famille, qui est filmée de façon ignoble dans un appartement vide parce qu'elle n'a pas les moyens de le meubler, qui est assise à une chaise, toute seule, et qui mange une baguette de pain parce qu'elle peut rien se payer d'autre. Et en fait, je pense que ça a retardé en partie mon coming out et le fait de bien vivre mon rapport à mon identité parce que je me suis dit, je veux pas, mais moi je veux pas, non, je veux pas. Donc j'aurais aimé j'aurais aimé savoir qu'en fait il y a d'autres personnes trans et que l'entraide entre personnes trans, ça existe et c'est hyper beau et qu'on a aussi une résilience en commun qui, euh, qui, qui est, waouh, qui est d'une puissance assez incroyable. Donc voilà, j'aurais aimé savoir ça aussi. Je trouve la représentation positive des personnes trans qui ont des vies, qui réussissent, qui ont des métiers, des familles, des, c'est ce qui me fait envie dans ce projet, c'est de montrer la variété des possibles et pas seulement les trucs sordides Ouais. Et de toi, la télé de journée. c'est là où faut aussi avoir c'est là où c'est important qu'on soit plein à faire plein de choses différentes Ouais. pour montrer à quel point, oui, bah, en fait, on galère et on est précaire et c'est dur, mais en même temps, bah, on vit quand même et on fait des choses et on accomplit plein de trucs. Et voir cette full picture, ça montre aussi tout ce qu'il faut changer, clairement, mais ça montre aussi que on est là, quoi. Get used to it. Ouais, ouais, ouais. Euh, je vais supposer que tu as un projet à mettre en avant. Peut-être bien. Est-ce que tu veux parler de ton livre? Oui, oui, euh, oui, je suis assez contente qu'il soit sorti. Donc j'ai écrit un livre. Waouh. Ça a été un travail pas facile et en même temps plus facile que je pensais. C'était très intéressant. Ça, encore une fois, ça a été un vrai rappel d'humilité parce que j'ai dû faire beaucoup de recherches et que j'ai appris plein de trucs et que en fait on apprend tout le temps et ça c'est vraiment trop cool. J'espère qu'il va être utile. Euh, J'espère vraiment qu'il va être utile. Hum, j'ai très très peur parce que je suis en pleine période de promo et c'est épuisant et en fait c'est pas du tout ce que j'espérais en un sens. C'est-à-dire que je parle à des médias euh, pas du tout euh, enfin pas du tout concernés, pas du tout euh,
à l'écoute des questions et de la communauté trans en général. Mais là, il se trouve que, waouh, un livre par une grande maison d'édition, donc ça interroge. Et, euh, et la façon qu'ils ont d'aborder le livre, pas tellement le livre d'ailleurs, mais plus moi, pour me faire parler du livre, est terrible. C'est que j'ai déjà eu plusieurs médias où il a fallu que je leur dise non, mais ne me présentez pas comme Lexi qui représente la communauté trans, en fait. C'est terrible, c'est terrible. Et de fait, j'ai hyper peur parce que je veux pas que dans la communauté, on pense que je veux ça ou que je crois que c'est viable. Donc j'ai très très peur de ça. Je veux aussi pas décevoir les adelphes. Autant les personnes trans, les retours m'intéressent parce que j'espère que ça leur apprend des trucs, mais c'est pas les retours qui m'inquiètent, vraiment pas. Par contre, dans la communauté, ouais, j'espère qu'il est bien vu, qu'il sera considéré comme pertinent, comme utile. Et voilà, c'est tout ce que j'espère. Je pense que tout ce qui peut éduquer les cis, c'est bienvenu. Eh, D'autres choses, d'autres projets, le prochain livre? ah, laissez-moi du temps. En vrai, j'ai des idées, mais j'aimerais, s'il y en a un deuxième, que ce soit pas que moi, que ce soit un peu un. euh, Bon, j'y pense. Je pense à plein de choses, j'avoue. Et j'aimerais bien, l'une des idées que j'ai, c'est de réfléchir et de faire un livre qui serait une grosse réflexion et en même temps encore une fois, un peu essai comme celui-ci qui est un peu en même temps, moi je vous parle de ce que je vis et de ce que je parle, mais en même temps il y a des choses très factuelles sur la question des féminités. Une sorte d'essai sur les représentations et sur les vécus de féminité au pluriel. Et que de fait, ce soit vraiment un travail collectif de plusieurs féminités qui se rassemblent pour dire, ben, en fait, là, on veut écrire un truc euh, en commun pour montrer qu'il y a une vraie fédération et qu'on a aussi des besoins en commun et qu'il y a vraiment des discriminations qui sont communes. Donc voilà, c'est une idée. Mais sinon, je suis en train aussi de monter un podcast. Euh, et j'ai hyper hâte parce que ça va être l'occasion d'utiliser le compte et la plateforme avec sa visibilité pour pas que moi, enfin pas que avec ma voix en tout cas. Et ça, j'ai vraiment hâte parce que il y a tellement de personnes trop cool dans cette communauté que eh, je crois que ça va être voilà, j'ai juste envie de pouvoir entendre plein d'autres personnes trans. Je comprends bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Mais de rien, merci pour cette discussion, c'était très agréable. Merci beaucoup, Lexi, d'avoir pris de ton temps pour venir discuter avec moi. Merci de ton éternelle énergie à te battre pour nous. Continuez d'écouter, de partager et de m'envoyer vos feedbacks et réflexions. Elles sont toutes lues et appréciées. Si vous voulez faire une réponse ou une réaction audio, elle pourra être diffusée dans un prochain épisode, si vous voulez. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Nos Voix Trans et que ça vous donnera envie de vous plonger ou replonger dans nos archives. Moi, ça continue à me donner envie de monter les entretiens qui sont déjà enregistrés. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. N'oubliez pas de partager l'épisode et le podcast. Mettez des likes, des étoiles ou des pouces là où vous pouvez. Tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos vies, une oreille à la fois. Ici ou ailleurs, merci d'écouter Nos Voix Trans. Est-ce que c'est une pierre tombale qui est tatouée sur ta main? Oui, ouais. Avec marqué dessus, en anglais, j'ai mis I will always rise up. Je l'ai un peu fait sur un coup de tête, j'avoue. Mais je regrette pas, donc ça va. Très bien.